Des collectivités décentralisées vont bénéficier d'une enveloppe de 30 milliards de nos francs dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, d'un montant total de 738 milliards. La date butoir pour le passage au numérique est fixée au 17 juin 2015, mais la Côte d'Ivoire n'est pas tenue par ce délai. Des explications dans cette édition. Et puis le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, est reconduit pour un nouveau mandat. Son conseil a été installé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, annonce plus de 10 000 places pour les migrants dans de nouveaux centres d'hébergement. Mais la situation reste préoccupante sur le terrain. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Et puis le croissant lunaire a été observé dans plusieurs villes comme Divo, Bokanda, Daoukro, Touba et Guibérois. Il annonce le début du Ramadan 1436 de l'Hégire. Le mois sacré du Ramadan commence donc demain jeudi. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire invite toute la communauté musulmane à observer le jeûne à partir de demain jeudi 18 juin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, le Conseil des imams sunnites, CODIS, et le Haut Conseil de l'imama informent toute la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2015 a été observé à Daoukro, Bokanda, Divo, Bonon, Bio, Touba, Kani et beaucoup d'autres localités. Par conséquent, le Ramadan 2015 débutera, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire le jeudi 18 juin 2015. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Voilà, ce mois est le plus important pour les musulmans, un mois d'abstinence et de piété. Le jeûne pendant le mois de Ramadan constitue le troisième pilier de l'islam. Donc, bon Ramadan à tous les musulmans. Dans le cadre du deuxième C2D, contrat de désendettement et de développement, l'Agence française de développement a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire une enveloppe de 738 milliards de francs. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire va percevoir plus de 30 milliards de ce fonds destiné au développement rural et à l'agriculture. Une mission de l'Agence française de développement a eu une séance de travail hier avec les responsables des collectivités décentralisées. Grâce Kando, reportage. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une enveloppe de 738 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Ce, grâce au deuxième C2D, contrat de désendettement et de développement. Plus de 30 milliards de francs CFA seront injectés dans les territoires ruraux, c'est-à-dire les collectivités décentralisées. Ce fonds servira notamment à l'agriculture et à l'aménagement du territoire. À cet effet, une mission de l'Agence française de développement séjourne à Abidjan, où elle a rencontré l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. L'enjeu du développement de la Côte d'Ivoire se situe entre autres sur ces territoires et on a proposé d'affecter à peu près 30 milliards de francs CFA pour, sur une démarche pilote, renforcer les collectivités territoriales dans l'approche de la gestion des ressources naturelles, le renforcement des services aux populations essentiellement sur l'électricité et l'eau et l'assainissement et surtout le développement économique de ces territoires. Cette mission est venue pour discuter avec nous dans une démarche participative afin que les régions soient associées à la mise en place de ce programme. Nous avons discuté avec cette délégation afin que nous prenions notre place, que le gouvernement a bien voulu nous réserver pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Sur les 31 régions, 3 seront maintenues pour la phase pilote des projets. Vont prendre 3 régions pilotes et à partir des résultats obtenus, ils verront comment étendre tous ces projets-là, toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà bénéficié lors du premier C2D
d'une enveloppe de plus de 400 milliards de francs CFA. Dans le cadre des activités de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, un sommet sur le climat est prévu à Yamoussoukro les 24 et 25 juin prochains. Voilà, et puis un invité de marque en Côte d'Ivoire, c'est le Premier ministre portugais Paulo Portas. Il est arrivé aujourd'hui même au menu de sa visite différentes rencontres avec des personnalités ivoiriennes. Paulo Portas, qui a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny un peu après 18h, va passer 48 heures à Abidjan. Jeudi, il va participer en compagnie de son homologue ivoirien au Forum économique ivoiro-portugais, 3 mois après celui qui s'est tenu à Lisbonne, au Portugal, et nous y reviendrons. Les membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines ont procédé à l'élection d'un nouveau président. Leur choix s'est porté sur le professeur Aïdara Daouda pour un mandat de 3 ans. Il succède ainsi au professeur Barthélémy Kochi. Le nouveau président était face à la presse ce mercredi. Il a présenté ses projets pour le bon fonctionnement de cette institution. Christelle Nda. Professeur Daouda Aïdara, élu le 4 juin dernier, président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, était face à la presse mercredi. Conférence au cours de laquelle le nouveau président a rendu hommage à son prédécesseur avant d'afficher ses ambitions pour l'institution. Au plan des projections, nous voulons contribuer, n'est-ce pas, à donner à l'Académie des sciences de la ASCAD un épanouissement plus grand dans tous les domaines. Nous nous proposons de dynamiser le volet recherche pour les académiciens, pour ceux qui en ont encore la force, pour ceux qui sont académiciens et qui sont encore sur le terrain et qui ont des projets de recherche novateurs. Le professeur Daouda Aïdara succède au professeur Barthélémy Kochi pour un mandat de 3 ans. L'ASCAD, appelée également Société savante indépendante, est un organisme public spécial rattaché à la présidence de la République. Elle comprend 50 membres nationaux permanents. C'est un collège scientifique de philosophes, d'écrivains, d'artistes, de créateurs et d'inventeurs dont les œuvres honorent la civilisation africaine et participent au développement socio-économique ainsi qu'au rayonnement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et des diasporas africaines. Robert Begré-Mambé, reconduit à la tête du district autonome d'Abidjan, je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République lui a renouvelé sa confiance. Le gouvernement, le conseil du district et le gouverneur ont été installés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko ce mercredi. Serge Koléa pour les détails. Nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan le 4 mai 2011, Robert Begré-Mambé a vu son mandat renouvelé par décret du président de la République le 6 mai 2015. Investi par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, il sera aidé dans sa tâche par 5 vice-gouverneurs, au nombre desquels 2 nouveaux, à savoir Mme Thiebi Loutra et Céa Jean-Honoré. Pour ce second mandat, de grands chantiers sont prévus pour maintenir le district d'Abidjan sur le chemin de l'émergence prôné par le chef de l'État. On peut citer entre autres secteurs stratégiques le logement et l'habitat, l'aménagement du territoire, la salubrité urbaine, la voirie avec le bitumage des routes villageoises. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que le Conseil ait les meilleures idées, les meilleurs choix et les meilleures options pour un district d'Abidjan émergent. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a appelé à la solidarité entre les différents membres du Conseil pour atteindre les objectifs du développement. Toutes les contributions peuvent être apportées dans un esprit de construction, d'humilité qui fasse que l'harmonie règne. Les enjeux sont colossaux au niveau d'Abidjan. Quand une ville comme Abidjan se développe et ambitionne de devenir la capitale de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire qu'elle doit relever les enjeux écologiques, les questions de salubrité, les questions d'assainissement, les questions de sécurité. C'est vrai, c'est la responsabilité de l'État, mais vous qui apportez le développement au plus près des populations, qui connaissez leur vécu au quotidien, vous devez nous aider. Le conseil du district d'Abidjan comprend 76 membres, dont des ministres et maires pour traduire en actes la vision de développement du chef de l'État pour le district d'Abidjan.
Aujourd'hui, mercredi 17 juin 2015, c'est le délai fixé pour le passage au numérique. Plus d'une cinquantaine de pays sont concernés suivant leur mode de diffusion, UHF ou VHF. La Côte d'Ivoire, émettant VHF, n'est pas tenue par ce délai, mais n'émettra pas non plus en numérique ce 17 juin. Des explications dans cet élément de Christelle Ménan. C'est au plus tard ce 17 juin 2015 que tous les pays émettant en UHF devront basculer de l'analogique au numérique. C'est une directive de l'Union internationale des télécommunications, institution spécialisée des Nations unies. Mais à ce jour, une cinquantaine de pays manqueront cette transition. 30 bénéficient déjà d'un report de délai. La Côte d'Ivoire émettant en VHF n'est pas concernée par cette date butoir, mais le pays s'y préparait déjà. Le délai qui a été fixé pour les pays diffusant en VHF, c'est juin 2020. Nous avons pensé qu'il était l'intérêt de notre pays, l'intérêt de nos populations, d'aller plus rapidement. Donc les fréquences, je précise, UHF en Côte d'Ivoire sont libres à ce jour. La Côte d'Ivoire n'est donc pas concernée par le basculement imposé à un certain nombre de pays africains qui diffusent aujourd'hui en UHF. Pas besoin pour la population ivoirienne d'attendre jusqu'au 17 juin 2020. Le basculement au numérique commencera dans quelques semaines, selon le ministre de la Poste et des TIC. En réalité, nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Notre stratégie, c'était de faire en sorte de lancer un projet pilote dès juin 2015. Nous y sommes presque, à 2-3 semaines près. Donc nous serons en mesure, nous l'espérons, avant la fin de ce mois, d'avoir le premier signal numérique sur la ville d'Abidjan. Et évidemment, l'expansion va se poursuivre avec la couverture progressive du territoire national, avec la mise à niveau au fur et à mesure donc, des émetteurs. Qui dit transition numérique en Côte d'Ivoire parle aussi de libéralisation de l'espace audiovisuel. À ce niveau, rien à craindre non plus. Nous accélérons le pas justement pour permettre que cette libéralisation se fasse sans difficulté. Parce qu'une libéralisation dans le format ancien avec une chaîne de télévision par fréquence aurait été très coûteuse pour les diffuseurs, aurait été pratiquement sans intérêt pour les consommateurs, parce qu'ils auraient eu l'impression de se retrouver dans le format ancien. Alors que là, il y aura un vrai basculement, il y aura un vrai changement dans la qualité, dans le nombre de chaînes, dans l'offre qui va être plus diversifiée, etc. Et c'est pour cela que ces deux opérations seront pratiquement conduites en même temps. Le processus de migration vers le numérique continue donc en Côte d'Ivoire. Après la phase pilote prévue pour Abidjan, 35 émetteurs seront peu à peu installés et mis aux normes pour une émission en numérique. D'ici là, l'interdiction d'importation des postes téléviseurs non adaptés demeure. Voilà, donc tout va bien pour la Côte d'Ivoire et puis c'est honneur pour notre pays. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Ibrahim Sy Savané, a été désigné par ses pairs pour assurer la présidence du réseau francophone des régulateurs des médias pour un mandat de 2 ans à l'issue des travaux de la 4e conférence des présidents de ce réseau. Ces assises ont permis d'aborder les questions de la régulation des nouveaux médias et du basculement de l'analogique au numérique. Isaïeo Adamakone. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, Ibrahim Sy Savané, est le nouveau président du réseau francophone des régulateurs des médias, RIFRAM. Il succède au Tchadien Moukta Ouahadab. Il a été élu par ses pairs à l'issue des travaux de la 4e conférence des présidents du RIFRAM tenue à Abidjan. Il y avait énormément de délégués. Comme je l'ai déjà dit, c'est un gage d'amitié pour notre pays. Au cours de cette conférence, nous avons élaboré une feuille de route en plusieurs points et nous allons nous concentrer sur la mise en œuvre de cette feuille de route. Le président du RIFRAM a indiqué que pour ces 2 ans de mandat, tout est prioritaire. La feuille de route a noté l'importance à accorder à l'avenir des médias audiovisuels publics, à regarder leur modèle économique, mais également à voir dans quelle mesure on peut et on doit améliorer l'accès équitable. Il est prévu également la question de l'archivage audiovisuel. Cette 4e conférence à Abidjan a été l'occasion d'harmoniser certains aspects de la régulation du secteur de la communication audiovisuelle.
Nos échanges ont porté sur les différents enjeux de cette ère numérique. Nous avons partagé nos expériences de pays. Nous avons adopté une feuille de route ambitieuse. Ça a été très intéressant par rapport au contenu, n'est-ce pas? Les différentes communications qui ont été présentées, ce sont des communications qui nous ont assez édifiés. La rencontre du Refram au Golf Hotel a été marquée par une visite surprise. La star du reggae et propriétaire d'une radio, Alpha Blondy, est venu féliciter le président du Refram, Ibrahim Sissavané, après sa brillante élection. On s'intéresse maintenant à la promotion du genre, la solidarité entre femmes pour accéder aux instances de prise de décision. C'est la stratégie à retenir au terme de l'atelier de réflexion tenu à l'Assemblée nationale à l'initiative du caucus des femmes parlementaires. Les femmes députées, les femmes des partis politiques et de la société civile ont échangé sur la méthode à mettre en œuvre pour parvenir à la plus grande inclusion des femmes dans les instances décisionnelles. Le reportage est signé Gabriel Zani. L'union fait la force. Cette maxime résume en peu de mots la stratégie adoptée par les femmes députées, celle des partis politiques et de la société civile. Conviées par le caucus des femmes parlementaires à un atelier de réflexion sur comment accroître la participation des femmes dans les structures décisionnelles, les femmes optent pour une position consensuelle. Les femmes ont décidé d'être solidaires les unes des autres, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur origine et leur appartenance religieuse, de se mettre ensemble, de se mobiliser pour parler pour la femme, pour parler nation, avec la femme aussi. Les femmes ont décidé, dans leur stratégie, de faire des hommes leurs partenaires. En Côte d'Ivoire, l'inclusion des femmes dans les postes de décision piétine. 24 femmes députées, 5 femmes ministres, une femme présidente d'institution, une femme générale au sein de l'armée, 3 présidentes de partis politiques. Le pays est loin des 22% de taux de participation des femmes demandés par l'ONU. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire doivent se mettre ensemble et le caucus ne sera pas un reste. Donc nous sommes prêtes pour le combat. Un combat qu'elles devront mener avec finesse et diplomatie pour faire bouger les lignes avec les hommes et leurs partenaires techniques. On est en train de suivre leurs initiatives. Ici, on était comme observatrice. Tout ce qui est sollicité pour leur accompagnement, ONU Femmes et le système des Nations Unies est derrière ce mouvement. Les femmes resserrent les rangs pour mener la bataille contre les pesanteurs sociales qui les limitent. Elles veulent atteindre 30% de participation dans les instances de décision. Et comme tous les mercredis, EcoPlus qui s'intéresse aujourd'hui aux banques et à leur fonctionnement, les consommateurs de produits bancaires que sont les particuliers ou les entreprises s'expriment également. Que font les banquiers pour rendre la banque accessible à la majorité des populations africaines quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, seules 14 personnes sur 100 ont un compte bancaire? Et c'est le dossier de Noël Niagno. Les banques, leur fonction première, leur rôle, financer l'économie. Elles sont le poumon du système économique. Elles sont donc essentielles et vitales. Sans les banques, pas de crédit, pas d'échange économique, pas d'emploi, pas de croissance. Mais à y regarder de très près, est-ce que les banques apportent vraiment les financements dont ont besoin les ménages et les entreprises? Commençons par écouter l'homme de la rue. Nos banques sont censées nous aider. Mais quand vous faites une demande de prêt, c'est un parcours du combattant. Ils te coupent à tout moment, bon, tu ne sais pas chez qui tu vas te plaindre, quand tu vas, ils ont toujours raison. Souvent le DAB a des soucis. Lorsqu'il y a un manque d'argent, ça signale hors service. Et souvent c'est ce que les clients ne savent pas, ils se disent non, c'est en panne, par-ci, par-là. Il y a une petite amélioration au niveau des banques. Mais au niveau des crédits, il y a encore des petites contraintes. Le constat n'est pas reluisant. Allons à la rencontre de l'usager. Du 99 jusqu'au lendemain de la crise post-électorale, j'ai dû quitter cet établissement pour un autre établissement. Dans cette décennie-là, cette banque-là n'a fait que payer mon traitement. Mais je n'ai pas eu de proposition pour m'accompagner à investir. Or, cette banque-là, quand on regarde sa dénomination, c'est une banque qui doit amener des gens à vraiment s'assurer un lendemain meilleur. Moi, je suis à ma 3e structure
où je domicilie mon compte. La première structure, j'avais besoin seulement, je crois, de 100 000. Et je fais la demande. Le prêt a été refusé. Le résultat, c'est du pareil au même, et cette réalité est connue de la tutelle. Le financement des PME reste problématique. Les efforts à faire restent importants. Ils doivent être soutenus, continus et mués conjointement. Alors, question, pourquoi la pratique bancaire sous notre pic est-elle loin de la fonction première des banques? Faire crédit, oxygéner le poumon du système économique. Pour les banquiers africains, c'est une incompréhension. Ce n'est pas le premier jour où vous allez chez un commerçant, quand vous faites crédit, il ne vous connaît pas. Allez chez un commerçant à Yopougon ou je ne sais pas moi, à quel quartier de l'Abidjan, demandez-lui un crédit, il ne va pas vous faire crédit, il ne vous connaît pas. Et bien le problème de la banque, c'est la même manière. Au-delà de l'incompréhension, il y a la rigueur de la réglementation. La question donc, des accords de classement et les critères excluent de facto les PME. Donc, c'est-à-dire, si vous financez une PME, vous n'êtes pas capable de vous refinancer derrière auprès de la Banque centrale. L'autre problème aussi, donc, c'est la couverture des emprunts longs par des ressources stables, qui est limitée en fait à 50%. Ces ratios peut être un frein. Limité à 50% donc, des fonds, donc, des ressources stables. Et les ressources stables sont difficilement trouvables en Côte d'Ivoire. Bien plus, les banques et les banquiers n'ont pas encore pris la couleur locale. Nous avons hérité des banques qui n'étaient pas à 100% africaines. Parce que nous avons hérité des banques de la colonisation. Que faire pour donner aux banques africaines toute leur place et leur permettre d'accompagner les mutations démographiques, urbaines et économiques sans précédent? Le génie africain a trouvé sa solution, le mobile money. Né au Kenya en terre africaine, son impact en Côte d'Ivoire est notable. Sur une population de 23 millions d'habitants, nous enregistrons à ce jour 21 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Et sur ces 21 millions d'abonnés, 7 millions ont déjà, à ce jour, expérimenté le paiement mobile. Et aujourd'hui, il passe par les réseaux de télécommunications environ 8 milliards de francs CFA par jour de transactions. Avec la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui est impactée avec 23% du marché mondial. En Afrique de l'Est, le taux avoisine les 50%. Et les transactions représentent un montant total de plus de 8 000 milliards de francs CFA, selon la revue Banque et Stratégie. Pour accompagner et amplifier cet instrument au service de la bancarisation des économies africaines, un premier défi doit être relevé, celui des infrastructures, et la Côte d'Ivoire s'y emploie. Nous comptons mettre en service 200 services transactionnels destinés à effectuer diverses opérations en ligne. L'autre défi à relever, la réglementation. Ici aussi, les banquiers africains sont à pied d'œuvre. On ne peut pas demander tout et vite aux banquiers africains. Il est en train d'apprendre son vrai métier aujourd'hui et il progresse. Nous sommes sûrs, nous, autant d'experts que nous sommes aujourd'hui, que cette tendance va évoluer et le banquier va mieux analyser le risque, il aura mieux confiance dans ce système de pilotage du risque et donc l'offre de crédit, elle va se faire tout naturellement. Voilà qui augure d'un lendemain de l'Afrique qui chante. Et ce sera tant mieux pour les générations futures. Voilà, c'était le dossier EcoPlus. Depuis le 20 avril dernier, jour du démarrage de l'opération Bonheur, les ex-combattants associés aux forces républicaines de Côte d'Ivoire ont quitté les sites occupés pour rejoindre l'ADDR. Et depuis le 5 juin, l'opération a lieu à l'intérieur du pays. Notre équipe de reportage, conduite par Hamza Diaby, a fait le constat sur l'axe Gagnoa-Tabou. Regardez plutôt. À Abidjan, 3578 ex-combattants anciennement associés au FRCI, mis à la disposition de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. C'était du 20 avril au 2 juin dernier, à l'entame de l'opération Bonheur. Avec eux, 94 armes de guerre, 262 grenades, 45 roquettes, 50 obus, une mine antipersonnelle et 131 400 munitions ont été retirées de la circulation.
population. Après l'étape de la capitale économique, le pays profond reçoit les équipes de la DDR. 3 axes sont sillonnés: Séguéla, Man, Bondoukou, Korogo, Gagnoa, Tabou. Notre équipe emprunte ce dernier axe. Première destination, San Pedro, au QG du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Le président de la République a essayé de prendre en compte tous les ex-combattants. Mais ça a eu de venir à la DDR pour dire plus c'est pris en charge, plus c'est les volontaires. Donc nous exhortons tous les ex-combattants à prendre part au processus. Tout ensemble, notre bonheur de l'opération lui-même soit bénéfique pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire les ex-combattants et la population elle-même. Ici, les ex-combattants se disent heureux de s'être débarrassés de leurs armes qui devenaient gênantes. Ils exhortent les autres à en faire de même. Arme pas bien et civil. Le jour au lendemain, en cas de quelque chose, on peut te traiter comme un voleur. Et si tu déposes, tu es libéré. Cap sur Soubré. Dans ce camp, 114 ex-combattants déjà désarmés et démobilisés sont sur le départ. Ils vont pour l'étape de la resocialisation au centre de Boisflé. Contrairement à ce qu'on avait pensé aux révoltes et tout ça, vraiment ça se passe dans la tranquillité. Parce qu'avant de démarrer, on leur fait un petit briefing, leur expliquer en quoi consiste l'opération et puis leur présenter l'opportunité qu'ils ont. Parce que là, avec les décisions qu'on a au 30 juin, il n'y aura plus cette opportunité-là. Moi, mes sentiments sont normaux, je n'ai pas de problème, moi. Je suis très heureux, je n'ai pas de matricule, et puis je suis devant les gens, on me dit que je ne suis pas matriculé. Alors peut-être que demain, ou à la longue, je peux l'être. Mais pour l'heure, comme je ne suis pas militaire, tout ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire. Donc moi, je m'en vais à Boisflé pour me démobiliser. Je suis déjà démobilisé. Si ces ex-combattants sont fiers de retourner à la vie civile, les populations, elles, saluent leur départ des axes routiers. On gagne en temps parce que les passagers ne sont pas trop emmerdés. Donc ça fait que ça marche. En tout cas, le voyage, c'est facile aujourd'hui. C'est facile. Aujourd'hui, on voyage facilement, vu qu'ils ne sont plus là pour nous contrôler. Donc vraiment, on est à l'aise. On va tranquillement, bien tranquillement, sans problème. Aujourd'hui, l'opération Bonheur s'avère un soulagement pour tous. Avec la collecte effective d'armes, la libération des sites et leur rétrocession à leurs propriétaires, le renforcement du climat de sécurité, la normalisation de la situation post-électorale et le renforcement de la cohésion sociale sont une réalité. Un séminaire pour réfléchir à la contribution des mouvements de soutien à la réélection du président Alassane Ouattara dans un climat apaisé. C'est une initiative du directoire du mouvement Gracu-Ado. Reportage Christelle Ménan. Pour la victoire d'Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle, de nombreux mouvements de soutien ont été créés afin de mobiliser au maximum à travers les différentes couches sociales. Une plateforme de soutien, le PMS Ado, rassemble une cinquantaine de ces mouvements. Elle est dirigée par le directoire du Gracu-Ado, une mouvance RHDP. La plateforme des mouvements de soutien pour la victoire d'Alassane Dramane Ouattara a réuni en séminaire une dizaine de mouvements. Au centre des débats, la contribution des mouvements de soutien à la réélection du président Alassane Ouattara dans un climat apaisé. La contribution des mouvements de soutien et le comportement, les attitudes pour des élections apaisées. C'est à ce niveau que nous devons réfléchir parce qu'il faut montrer qu'en Côte d'Ivoire, après 1995, après 2000, après 2010, on peut faire des élections présidentielles sans aide, sans violence, sans déplacer des guerres, sans destruction massive. On veut montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire sort du cycle infernal des violences et qu'aujourd'hui, avec le président Ouattara, on va à des élections où véritablement on est heureux de fêter parce que celui qui a gagné est reconnu par ceux qui ont perdu. Tous se sont exprimés sur le sujet. Ces avis recueillis seront intégrés à la feuille de route des différents mouvements de soutien pour la conduite de leurs activités de mobilisation. Était aussi présent à ce séminaire un représentant du parti du Rassemblement des Républicains. Nous sommes confiants. Et il s'agit maintenant de mettre tout le monde en ordre de bataille pour que, n'est-ce pas, très bientôt, n'est-ce pas, ensemble avec les partis, avec les mouvements, avec la société civile, nous allions allègrement vers l'élection du président Alassane Ouattara. Le président du conseil régional du Bafing a entrepris depuis quelques jours une tournée de mobilisation dans plusieurs localités de la région. Il s'agit pour Lassina Diomandé d'exhorter les populations à participer à la révision de la liste électorale en mettant un accent particulier sur les 55 000 nouveaux requérants inscrits suite aux audiences foraines. Tout cela dans l'objectif, bien sûr, de faire élire le président Alassane Ouattara en octobre 2015. Mamadou Kouassi. Assurer la victoire du président Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle d'octobre prochain.
C'est l'engagement pris par les militants des partis politiques membres du RHDP de Touba. Pour relever ce défi, ils ont placé leur confiance en Amarafa Bamba, coordinateur départemental du RHDP. Aussitôt investi qu'il s'engage pour permettre aux 55 000 requérants recensés lors des audiences foraines de disposer de leur carte d'identité et carte d'électeur. Chose qui leur permettra, selon lui, de réélire le président de la République, candidat unique du RHDP à plus de 95% à Touba. Des initiatives saluées par le chef de la délégation du RHDP, le ministre François Albert Amicha, qui exhorte les militants à l'union et à la cohésion pour relever tous les défis. Nous comptons sur vos qualités de rassembleurs pour que, autour de vous, tous les talents, toutes les sommités des 5 partis composant le RHDP soient mis à contribution pour atteindre les objectifs que le territoire vous fixe. François Albert Amicha invite également les militants à mieux vendre le candidat Alassane Ouattara, car il est le seul à apporter un mieux-être aux Ivoiriens pour les 5 prochaines années. Une rencontre qui a enregistré la présence des représentants des partis politiques membres du RHDP. À l'étranger, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la ministre du Logement, Sylvia Pinel, ont lancé aujourd'hui un plan ambitieux pour la prise en charge des migrants. Environ 10 500 places supplémentaires d'hébergement devraient être créées en France. C'est un plan attendu au moment où la ville de Paris est le théâtre de plusieurs évacuations de campements de migrants, de campements insalubres de migrants. Et puis, je vous le disais en début de journal, le vice-premier ministre portugais Paulo Portas est à Abidjan depuis ce mercredi. Au menu de la visite, différentes rencontres avec des personnalités ivoiriennes. Paulo Portas, qui a été accueilli par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, un peu après 18 h, va passer 48 heures à Abidjan. Jeudi, il va participer en compagnie du premier ministre. Il va participer au forum économique ivoiro-portugais 3 mois après celui qui s'est tenu à Lisbonne, au Portugal. Et puis, sachez que le croissant lunaire a été observé dans plusieurs villes du pays. Il annonce le début du Ramadan. Le mois sacré du Ramadan commence donc demain. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire invite toute la communauté musulmane à observer le jeûne à partir de demain, jeudi 18 juin. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans et c'est ici qu'on s'arrête. Bonne suite de programme sur RTI. National.